Cher Kervin Speer, merci d'être des nôtres pour cette causerie autour de Romain Gary, qui est cher évidemment à la Fondation Charles de Gaulle. D'abord parce que c'est un Français libre, un compagnon de la Libération et un immense écrivain. Et vous savez que gaullisme et littérature ont partie liés. Alors vous êtes dans un projet ambitieux sur une nouvelle approche de la vie et de l'œuvre de Romain Gary. Depuis maintenant une quarantaine d'années, un certain nombre de biographies sont sorties. Je pense à la première, celle de Dominique Bonnat, si ma mémoire est bonne, et de Myriam Anisimov quelques années plus tard. Mais vous n'êtes pas dans la biographie à l'américaine, comme on dit, avec note en bas de page. Vous êtes dans une évocation littéraire servie par une très belle écriture, je me permets de le préciser, sur la vie et l'œuvre de cet homme formidable. Donc un premier volume est sorti il y a 3 ans. Il y a 1 an et demi. 1 an et demi, donc. Avril 2021. Voilà. Le deuxième volume vient de sortir. Donc le premier volume, c'était sur Romain Gary, consul général à Los Angeles, avec à l'époque un certain nombre de flashbacks, comme on dit en mauvais français, sur sa vie. Et le deuxième volet porte sur les années parisiennes, ces années 60, où il continue d'être écrivain, un peu moins diplomate puisqu'il est en disponibilité du Quai d'Orsay, et aussi réalisateur avec Les oiseaux vont mourir au Pérou. Moi, j'aurais une première question. Quelle est votre technique de recherche et d'écriture ? Parce qu'on apprend quand même beaucoup de choses nouvelles dans vos livres. Et on croyait que le sujet était épuisé, et en fait, on se rend compte qu'il ne l'est pas. Je vous remercie. Merci de ces mots très chaleureux. Il y a à la genèse de ce travail un travail universitaire qui m'a conduit d'ailleurs à travailler sur les archives de la Fondation Charles de Gaulle, sur les archives nationales pour les correspondances échangées entre le général et Romain Gary, sur les fonds Opnaud et Camus. Et donc il y a la volonté d'éclairer Romain Gary sous l'angle de sa personnalité, du personnage public, de ses aspérités humaines, mais surtout de l'ancrer dans son époque. Et cette volonté m'a poussé à privilégier, plus que la biographie ou que l'essai, m'a poussé à privilégier davantage le récit, c'est-à-dire par l'action, par le récit dans le style journalistique aussi, resituer l'événement et le faire surgir dans le quotidien de l'existence de ce grand homme. Et j'ai privilégié ce qui me semblait le moins connu de l'œuvre de Romain Gary, à la fois de son œuvre, mais aussi de son engagement public et de son engagement politique. Car il y a avant tout le constat, lorsque j'ai commencé à travailler sur l'œuvre de Romain Gary, qu'il était injustement considéré comme un écrivain d'idées, alors qu'il était considéré comme un grand romancier picaresque. Mais sa dimension politique, ses engagements, ses prises de position, sans être partisane, mais en étant toujours politique, étaient méconnues. Et c'est pour cela que j'ai choisi des angles privilégiant des moments historiques forts, des moments charnières. On est sur la France de la 4e République qui va basculer en 1958 vers la France gaullienne dans le premier opus. On est sur l'imaginaire de la France gaullienne dans le deuxième texte. Il y a donc cette volonté de restituer Romain Gary parmi ses contemporains et de le restituer en écho à son époque. Dans ce deuxième volume, nous apprenons beaucoup de choses, notamment sur le Romain Gary, auteur de théâtre. Vous nous en direz plus. Et le Romain Gary, réalisateur. J'ai toujours entendu dire que le film qu'il avait tourné, Les oiseaux vont mourir au Pérou, était introuvable. Visiblement, c'est pas le cas, puisque vous l'avez vu, même projeté à Paris. Oui, tout à fait. Ce qui m'intéressait, c'est de considérer Romain Gary comme un artiste total, qui était sa véritable revendication et son ressort. C'est-à-dire qu'après avoir connu le sacre littéraire avec le Goncourt en 1956, après avoir obtenu un grand succès d'estime, un grand succès auprès du public en 1960 avec La promesse de l'aube, eh bien Romain Gary revient à Paris. Après 15 ans dans la diplomatie, il revient à Paris fourmillant de projets. Et on le retrouve dans ce deuxième texte, eh bien
un jour avec... Il a quel âge au début des années 60? Il est né en 14, donc il a 46 ans. Ah oui, c'est la force de l'âge. Lorsqu'il revient en France, à un moment de rupture également dans son itinéraire personnel, puisqu'il quitte Leslie Blanch pour convoler avec Jane Seberg. D'ailleurs, dans une petite mairie de Corse. Tout à fait. Un mariage clandestin au parfum du scandale pour la presse de l'époque, qui a été officialisé dans une petite mairie de Corse avec l'entremise des réseaux gaullistes et du général Février, qui a mis à disposition les moyens de la France et de la République pour organiser ce mariage. Donc Romain Gary arrive en France avec Jane Seberg, il quitte la diplomatie, on est à l'été 1960, et il a un projet d'abord un manuscrit, le manuscrit de Johnny Kerr que Gallimard va publier dans la collection Blanche en 1961. Il a plus encore le projet d'être joué au théâtre. Et c'est une ambition très intime, très profonde chez Romain Gary, qui est peut-être liée aussi à son éducation et au tropisme familial, puisqu'on sait que sa mère jouait dans des théâtres ouvriers du temps de l'URSS, et il a des souvenirs d'enfance qui sont des souvenirs de théâtre. Et au début des années, à la fin des années 40, au tout début des années 50, il a un projet pour Louis Jouvet. Un projet sur mesure, les deux hommes se voient, ils travaillent ensemble dans le sud de la France à un texte, mais que Jouvet ne juge pas assez mûr pour être porté sur scène. Et c'est après la mort de Jouvet que Gary renoncera pour 10 ans plus tard revenir avec ce manuscrit de Johnny Kerr, qui sera joué au théâtre de la Michaudière. Et effectivement, lorsqu'on s'intéresse dans les archives Gallimard à la réception critique, on se rend compte que les journalistes ont été extrêmement sévères avec cette ambition intime de Romain Gary, mais qui m'importait de restituer comme véritablement une ambition intime et un ressort de la création. Un autre jour, on voit Romain Gary, avec la volonté de se confronter à la peinture, très influencé par l'expressionnisme et par l'œuvre d'un Nicolas de Staël, par exemple, à qui il avait un jour adressé une lettre en lui expliquant qu'il était un peintre de génie, puisqu'il permettait aux spectateurs de saisir quelque chose de sa peinture. Romain Gary se confronte donc dans son appartement de la rue du Bac à la peinture. Et puis, au mi-temps des années 60, il a la volonté, qui est une volonté ancienne également, de porter à l'écran une de ses œuvres, qui est une nouvelle, Les oiseaux vont mourir au Pérou, parue dans Playboy quelques années auparavant, et aussitôt primée aux États-Unis comme étant la meilleure nouvelle de l'année. Et il a cette volonté aussi pour donner un rôle-titre à Jane Seberg, qui connaît, après ses premiers succès avec Otto Preminger et La Nouvelle Vague, qui connaît un petit peu en quelque sorte le creux de la vague, et il souhaite la faire tourner de nouveau dans un rôle-titre, dans un film d'arrêt-essai qui serait projeté dans les plus belles salles de Saint-Germain-des-Prés, et cela donne lieu à un tournage dont Romain Gary maîtrise quasiment l'ensemble du processus, en étant à la fois l'auteur des sous-titres, l'auteur du scénario, le réalisateur, et c'est une œuvre qu'il a voulu porter et offrir. Et on a les archives, on a les storyboards, on a tout ça ou pas? On a très peu de choses. Et effectivement, dans les biographies, c'était quelques pages mentionnées. Oui, essentiellement la réception critique du film, très sévère également. Mais il m'a fallu mener des entretiens pour reconstituer les coulisses du tournage et comment la muse est opérée d'écrivains. Et vous avez eu la chance de trouver des témoins encore vivants? Tout à fait. Jean-Pierre Calfon, formidable, qui jouait dans le rôle du chauffeur de Pierre Brasseur, qui joue le rôle du mari de Jane Seberg dans le rôle d'Adriana. Et j'ai retrouvé un témoin privilégié, extrêmement privilégié, Michel Wynne, qui jouait les rôles de directeur technique et d'assistant metteur en scène, et qui a par là même accompagné Romain Gary de ses premiers contacts avec le studio Universal jusqu'au montage. Et avant vous, personne n'avait pensé à les interroger? Non. L'un et l'autre avaient écrit quelques pages dans leur mémoire, plus ou moins connus, et c'est ce travail d'entretien, ce croisement des sources, cette volonté d'aller au plus près vers le sens du détail et de restituer autour des chapitres au cœur de mon deuxième opus, de restituer cette ambiance de tournage à Huelva, au sud de l'Espagne, cette ambiance de tragédie grecque presque, puisqu'on voit ces personnages déambuler sur une plage de sable fin écrasé de soleil, autour de ce nœud psychologique qui déstabilisera beaucoup aussi Jane Seberg jouant ce rôle. Effectivement, après
après la projection du film, qui est sorti en salle en juin 1968, eh bien les bobines ont disparu. Et c'est la pugnacité d'un chercheur indépendant et collectionneur de l'œuvre de Romain Gary, Jean-François Angouette, qui a permis de remettre la main sur une copie du film. Trouvé ça où? Aux États-Unis. C'est pas vrai. Oui. Incroyable. Donc ce qui a été projeté au Champollion début décembre, c'est la version américaine, c'est-à-dire la version française avec les sous-titres américains. De la main, écrit de la main de Romain Gary. Donc il y a un décalage également entre l'image du film qu'il a voulu offrir au public français et l'image qu'il a voulu offrir au public. C'est un film tourné en français. C'est un film tourné en français. Et il sera visible, ce film? Il sera édité en DVD? Alors, les droits d'exploitation appartiennent désormais à Diego Gary. Ils ne sont plus la propriété de Universal. Et c'est vrai que c'est une œuvre singulière qui a toute sa place dans l'œuvre de Romain Gary. Cette volonté d'être un artiste total affirme également que la dimension cinématographique de son œuvre est très importante. Et il faudrait effectivement l'exhumer et la projeter davantage. C'est toujours fascinant, ces films qu'on ne peut plus voir. Par exemple, comme L'affaire Mattei de Francesco Rosi. Alors, c'est sur YouTube dans une version qui est très mauvaise du point de vue de la définition, mais c'est introuvable. Ça n'a jamais été édité en VHS, je crois. C'est introuvable. Ça n'a jamais été pressé en DVD et ce film n'est pas exploité. Donc, merci d'avoir ressusciter ce film et j'espère que le plus grand nombre pourra le voir et pas seulement le public du Champollion il y a quelques semaines. Oui. Il y a un deuxième film dans l'œuvre de Romain Gary qui est Kill. Oui. Il y a un film qu'il a réalisé après son divorce avec Jane Sieberg, mais toujours avec cette volonté de lui donner un rôle titre. Et cette fois dans un film qui est une grosse production, un film d'aventure, presque policier, avec beaucoup de moyens, et qui lui est un film régulièrement projeté, et dont on peut trouver l'édition en DVD. D'accord. Que pensez-vous de ces films? Quelle est votre opinion en tant que spectateur, en vous détachant de la passion que vous avez pour Romain Gary? C'est visible encore? C'est raté? C'est intéressant? Au-delà du document sur l'homme qui veut être un artiste total? Oui, il y a une dimension sensible très forte. Ouais. Tout un imaginaire. Ouais. Donc une véritable œuvre fondée sur ces deux aspects, et une dimension charnelle et humaine très grande, une très grande sensibilité, y compris à l'égard d'une actrice comme Jane Sieberg, dont les scènes qui pourraient être un peu crues sont toujours très pudiques, aussi parce que ce sont les canons de l'époque, mais aussi parce que c'est la sensibilité du réalisateur Romain Gary. Et ce qui m'a fasciné, c'est que finalement Romain Gary réalise son premier film en 1967, mais il a coutume de dire qu'il est le réalisateur de ses romans, en réalité, et qu'il écrit avec une dimension visuelle très forte, avec un sens du dialogue, et que lorsqu'il relit ses manuscrits... c'est frappant dans Les Racines du ciel. Hein. Tout à fait. Oui, notamment. Il sera porté à l'écran par John Huston, avec un grand succès aux États-Unis. Donc si la 20th Century Fox a accroché à la lecture du scénario, c'est que cette dimension visuelle et ces dialogues n'ont pas échappé à l'œil de Darryl Zanuck, comme je l'ai retrouvé dans les archives conservées à Los Angeles. Et Romain Gary, lorsqu'il relit ses manuscrits, opère comme un monteur, en réalité. C'est-à-dire qu'il va changer, modifier légèrement les plans séquences, faire un gros plan sur un personnage, et il a cette image de l'écriture, qui est cette écriture très cinématographique, et qu'on retrouve finalement dans les contributions qu'il peut avoir à certains scénarios, dont le scénario du jour le plus long, comme conseiller technique, il sera sollicité par Zanuck au début des années 60, et également, lorsqu'il se met à réaliser des films, eh bien il y a derrière lui toutes ses expériences littéraires, et cette grande sensibilité qui lui permettent de réaliser une vraie œuvre d'auteur, qui a toute sa place, encore une fois, au sein de son œuvre artistique. Alors cette décennie 60, c'est aussi l'adieu à la carrière diplomatique. Comment vous caractérisez la carrière diplomatique de Gary? D'ailleurs, comment il rentre dans la diplomatie après la guerre? Comment ça se fait? Est-ce qu'il passe un concours? Est-ce qu'il est recruté parce que c'est un compagnon de la libération? Et il ne s'agit pas de juger, mais quel regard vous portez sur le Gary diplomate? Gary diplomate, ça a été 15 ans de sa vie. Ouais, quand même, oui. Entre 1945 et 1960, avec quelques missions ensuite dans les années 60 au service du général de Gaulle. Il est rentré par la petite porte, après avoir été démobilisé et après avoir reçu la Croix de la Libération.
par ce que certains ont critiqué comme étant un concours de circonstances. C'est-à-dire le concours du cadre complémentaire qui avait été instauré par des textes de la France libre pour justement pourvoir aux emplois des diplomates corrompus sous le régime de Vichy et également pourvoir au rétablissement des relations diplomatiques entre de nombreux pays qui avaient été coupés pendant les années de guerre et par la création des organisations internationales comme l'ONU, créée juste après-guerre. Donc il y avait la volonté d'aérer le ministère des Affaires étrangères et en même temps de recruter des diplomates. Et la grande force de la candidature de Romain Gary, en fouillant les fonds d'archives du ministère des Affaires étrangères, eh bien c'est que sur sa fiche de candidature, il parle pas moins de 4 ou 5 langues. C'est sa grande force, il a une licence en droit, il a, selon les termes de la commission de recrutement, de magnifiques titres de guerre, et c'est donc, conclut l'évaluateur, une candidature de grande classe. Mais dans le même temps, j'ai retrouvé le décret nommant 150 diplomates au titre du cadre complémentaire, avec des annotations dans la marge, au crayon. Et le seul point d'interrogation qui figurait était associé au nom de Romain Gary. Ce qui montrait que, comme Gary le reconnaîtra plus tard, il aura toujours posé un délicat problème d'utilisation à la maison. Effectivement, il est né en Europe de l'Est, il a été naturalisé français, il a épousé une journaliste anglaise du nom de Leslie Blanch, que l'on a cité. Biographe de Pierre Loti. Tout à fait. Et de Chamil aussi. Oui, de l'imam Chamil. De l'imam Chamil, oui. Et Romain Gary aura beaucoup compté dans la construction de cette œuvre, en finançant ses voyages, en lui traduisant des archives. On s'écarte un peu du sujet, mais je trouve que l'imam Chamil n'est pas assez connu en France. Donc le diplomate Romain Gary rentre par la petite porte, se voit affecté à Sofia, au moment même où des jeunes démocraties, toutes jeunes démocraties d'Europe de l'Est, eh bien, se voient basculer dans le camp du totalitarisme soviétique. Et ce qui m'a fasciné, c'est que Romain Gary est pendant une dizaine d'années secrétaire d'ambassade, comme on dit. Il est consul général de France, son seul titre protocolaire en réalité pendant 4 ans et demi. Et lorsque il est secrétaire d'ambassade, il est véritablement la plume du poste. Et j'ai dû chasser dans tous les fonds d'archives du ministère des Affaires étrangères ces 2 initiales, RG, en marge des dépêches, pour comprendre quelle avait été sa contribution. On ne pourrait pas publier toutes ces dépêches. Je l'avais proposé à Gallimard au moment du centenaire Romain Gary. Ce serait une très bonne idée, puisque cela montre la grande acuité politique de Romain Gary, sa compréhension pour les problèmes sociaux, pour les problèmes sociétaux, et en même temps sa grande conscience politique. Et ce qui m'a frappé, c'est notamment lorsqu'il est en poste à Sofia, il emploie, avant même Hannah Arendt, le mot totalitarisme à l'égard des régimes soviétiques, sous le joug de Moscou, qui écrasent les partis agrariens, les partis démocratiques, et qui impriment de leur marque dans la violence, eh bien, une véritable dictature totalitaire. Et on trouve ce mot dans les dépêches de Romain Gary, alors que Gide n'est pas encore revenu du RSS, et que bon nombre d'écrivains de sa génération, de grands écrivains, se compromettent à l'égard de Moscou. Et ce qui m'a semblé important, c'est de croiser à la fois la dépêche, donc de ses postes successifs, Sofia entre 1946 et 1948, Berne ensuite, un avant-poste d'observation au cœur même de l'Europe continentale, la direction d'Europe au ministère des Affaires étrangères, et puis également la délégation permanente de la France aux Nations Unies pendant 3 ans, avant de rejoindre Londres. J'ai vu récemment un documentaire américain sur le voyage de Khrouchtchev aux États-Unis et sa séquence à Los Angeles, et on voit Gary tout à fait à la table, dans une table au premier rang. D'ailleurs, le documentariste américain ne le cite pas. Je ne sais pas qui c'est sans doute, mais en tout cas, nous on voit bien Gary qui est au premier rang autour d'une table ronde, alors que Khrouchtchev est à la table d'honneur avec. Je crois pas qu'Eisenhower soit là à Los Angeles, mais doit être le gouverneur de l'État. C'est le maire de Los Angeles, Norris Poulton. Marilyn Monroe est assise dans l'axe de la table pour faire honneur à Khrouchtchev. Et Romain Gary, sur ces mêmes archives qui m'ont passionné, qui m'ont fasciné, eh bien écoute Romain Gary, écoute Khrouchtchev directement s'exprimer en russe.
Il a cette faculté de comprendre la langue de l'autre et bon nombre de langues. Il a pu avoir des contacts avec les délégations soviétiques lorsqu'il était en poste à New York. Et lorsqu'il est en poste à Los Angeles, effectivement, il rend compte dans des dépêches extrêmement savoureuses de ce qu'il nomme d'un match de boxe symbolique entre deux grands champions qui ne vont pas s'affronter directement, mais qui vont faire un tour de ring pour montrer leur force. C'est l'image qu'il emploie pour qualifier et vous parlez du Gary polyglotte, il écrit directement en anglais ou il supervise la traduction de ses livres en anglais? Il écrit directement. Il écrit en anglais et la contribution de Leslie Blanch sera très importante, y compris pour Lady Hell qui paraît en 1958. Premier livre que Romain Gary publie à New York avant de le publier en France. La contribution de Leslie Blanch pour corriger des tournures de phrases, apporter une sensibilité sera très importante, même si elle reconnaissait que la langue de Romain Gary était une langue orale, presque tirant vers l'argot, un l'argot américain, une langue de la rue, qui donnait véritablement une dimension humaine et une chaleur à ces personnages. Alors, il a deux hommes dans sa vie, entre autres, De Gaulle et Malraux. Tout à fait. Comment vous le caractériseriez, leur relation? Eh bien, Leslie Blanch dit de Gaulle que c'est une sorte de père pour Romain Gary. Ce qui est fascinant, c'est de voir que leur imaginaire est très proche finalement. Leur relation à la France est très similaire. Et il y a comme un écho entre les pages des mémoires de guerre, de l'appel, les premières pages de l'appel, et les premières pages de la promesse de l'Aube. Et d'ailleurs, par l'entremise de Malraux, auquel je vais venir dans un instant, Gary donnera son avis sur les traductions des mémoires du général aux États-Unis. Il est alors en poste à New York et il relit, on est en 1954, il relit les mémoires du général au moment même, quelque temps plus tard, où il s'attellera à décrire sa relation, sa judéité, son exil et sa relation à cette France idéale, qui est très proche de la Madone des fresques décrite par De Gaulle. Quant à Malraux, c'est son Dieu. Il le lui écrit dans une lettre que j'ai retrouvée. Ah oui, à ce point-là. Oui, il le lui écrit dans une lettre bouleversante que j'ai eu de la peine à déchiffrer, ce qui montre aussi la grande fébrilité de Romain Gary épistolier quand il s'adresse à Malraux, qui est l'auteur de La condition humaine, lauréat du prix Goncourt dans les années 30, lorsque Romain Gary, tout jeune étudiant en droit, va vers Malraux pour lui soumettre les premières pages de ses manuscrits. Donc il y a déjà une forme d'ascendance très tôt dans l'œuvre de Romain Gary qui se place sous la tutelle des avant-guerres, qui se place sous la tutelle de Malraux, et il y aura une relation constante d'estime mutuelle, une correspondance qui ne sera interrompue finalement que par la nomination de Malraux au ministère des Affaires culturelles en 1959. Il y a des lettres extrêmement sensibles. Je pense à celle-ci écrite à l'été 1956. Romain Gary a soumis à Jacques Lemarchand et Albert Camus le manuscrit des Racines du ciel qui va paraître au mois de septembre pour la rentrée littéraire. Il demande un tirage spécial qui serait adressé à Malraux pour avoir son assentiment sur l'ouvrage. Il lui écrit « Je suis prêt à ne pas publier si vous me dites de ne pas le faire ». Et Malraux l'a aidé à entrer chez Gallimard en 1945. Je sais pas, Éducation européenne, c'est publié chez Gallimard ou chez Lafon Chez Calman-Lévy. Chez Calman-Lévy, d'accord. Et Romain Gary arrive chez Gallimard en 1948 pour Les couleurs du jour, qui est son troisième ouvrage. Et c'est sans doute la constellation de la NRF qui a pu jouer, mais plus encore la personnalité de Gaston Gallimard qui a senti le potentiel d'un jeune auteur qui avait déjà eu dès 1945 le prix des critiques pour éducation européenne. Mais Malraux, par exemple, avait été sollicité, et cela corrobore ce que l'on peut comprendre de la difficulté d'utilisation du Romain Gary diplomate. Malraux avait été sollicité pour nommer Gary conseiller culturel à Londres sortir de la guerre en 1945, et toute son influence n'avait pas permis cette nomination, et c'est pourquoi il a fallu attendre de nombreux mois avant qu'il soit nommé. Je ne pense pas que le secrétaire général du Quai d'Orsay à l'époque, Jean Chauvel, devait être très favorable à la nomination d'un homme avec le profil de Romain Gary à un poste aussi important dans un pays
aussi important. Dernière question, alors le 3e volume, ce sera les années 70. Tout à fait. Et c'est pour quand? Et on peut en savoir plus? Bien sûr. C'est donc toujours la volonté d'éclairer des moments charnières dans l'œuvre de Romain Gary. Après cette charnière de la diplomatie, et ce point de bascule dans la notoriété littéraire qui lui fera assumer la tête haute de sa judéité et ses conditions de vie, sinon de survie, dans la France des années 20, des années 30, il y aura effectivement, après le Romain Gary cinéaste, eh bien l'affaire Émile Ajar, qui est une affaire encore sensible, puisque Paul Pavlovitch, qui a joué Émile Ajar à la demande de Romain Gary, va lui-même nous livrer ses confidences le 4 février, avec une parution chez Buchet-Chastel. Il y a donc encore des fils à démêler pour comprendre cette affaire. Donc un livre va paraître le 4 février. Oui, signé Paul Pavlovitch. Et qui sera une façon revisitée après L'homme que l'on croyait, l'homme que l'on croyait, en 1981, sera sa version de l'affaire Émile Ajar. Ce sera un complément à Vie et mort d'Émile Ajar que la collection Blanche avait publié post-mortem en 1980 sous ce très joli titre, Le Vie et mort d'Émile Ajar. Il y aura donc dans ce 3e opus une volonté de comprendre les ressorts de la création, après que Romain Gary ait eu cette volonté d'être un artiste total et connu des échecs dans la France des années 60, comment il va chercher à se réinventer sous la plume d'un autre, en recréant tout un imaginaire et un véritable corpus au gré de 4 romans publiés au Mercure de France, et également toujours, c'était votre question initiale, toujours éclairer Romain Gary en prise avec son époque, avec ce point de bascule de la France de Pompidou vers la France de Giscard en 1974, qui ne se fait pas sans questionnement pour la société. Et Romain Gary, en recréant cette œuvre signée Ajar, crée en réalité une chambre d'écho à toutes les questions de la société. C'est la question de la fin de vie que l'on trouve dans Gros Câlin, c'est la question de la prostitution et de la condition féminine. En Clair de femme. Et donc la femme. Et la résonance également qu'il y a entre ces deux œuvres écrites en parallèle. Le matin, l'œuvre signée Gary, l'après-midi, l'œuvre signée Ajar. Comment ces correspondances se sont organisées et comment Romain Gary a pu faire cohabiter deux imaginaires. On est un peu trop disert, mais Clair de femme, il a participé à l'élaboration du film de Costa Gavras ou pas? Non, il s'était tenu à l'écart. Ça n'a pas été un grand succès, mais je trouve que c'est un très bon film. Un très beau film. Et je crois savoir que Romain Gary avait été très touché par la projection à laquelle il avait assisté. C'est une œuvre très importante qui montre le Romain Gary intime vers lequel on va. Oui, puis il y a toutes les racines russes. Il faut voir Clair de femme. Le lire et le voir. Romain Gary se détache finalement de ce que lui a permis la diplomatie, c'est-à-dire une conscience du monde et une acuité politique. Il va de plus en plus vers une œuvre sensible et vers une œuvre intime qui n'est non plus une chambre d'écho géopolitique, mais qui est davantage un questionnement des tensions que traverse la société française dans les années 1970. Merci beaucoup, Kevin Spear. Donc, je vous recommande de lire les 2 premiers volumes qui sont parus chez Gallimard. Le premier, d'ailleurs, vient de paraître en folio, si je me trompe. Et puis, puisque nous sommes sous l'égide de la Fondation de Gaulle, il faut absolument lire, évidemment, toute l'œuvre de Gary, mais en particulier l'Ode à l'homme qui fut la France, qui est une superbe stèle pour le général de Gaulle, mais une stèle qui n'est pas figée, mais qui est vivante. Merci encore. Merci à vous, Hervé Gabin.